Une tombe que le monde entier recherche depuis près de 800 ans. Pourtant, personne n'a jamais réussi à la trouver. Le lieu de repos éternel du conquérant le plus puissant de l'histoire, Gengis Khan, l'homme qui plaça sous son autorité presque la moitié du monde, demeure l'un des plus grands mystères de tous les temps. Mais ce qui rend cette histoire encore plus troublante, ce sont les événements étranges survenus à ceux qui ont tenté de retrouver sa sépulture. De nombreux explorateurs affirment que leur matériel a soudainement cessé de fonctionner. Certaines personnes sont tombées gravement malades, sans aucune raison apparente. Plusieurs expéditions ont été frappées par des accidents que personne n'a pu expliquer correctement. Avec le temps, certains ont même commencé à parler d'une malédiction. Puis, après près de 1000 ans de tentatives infructueuses, une équipe internationale a prétendu avoir mis au jour une chambre scellée dissimulée sous un rocher d'une taille imposante. Mais lorsque la porte de cette pièce scellée fut enfin ouverte, ce qu'ils découvrirent souleva des questions encore plus importantes. S'agissait-il vraiment de la tombe perdue depuis si longtemps de Gengis Khan? Et existait-il un secret enterré avec lui que quelqu'un souhaitait garder caché du monde pour toujours? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler ce mystère dans son intégralité, étape par étape. Alors, assurez-vous de regarder jusqu'à la toute fin. Ce qui fut découvert à l'intérieur de cette chambre ne se contenta pas de stupéfier les historiens. Cela ébranla le monde entier. Avant que nous vous expliquions tout en détail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dès que nous entendons le nom de Gengis Khan, nous imaginons un guerrier qui conquit une immense partie du monde. Mais son histoire ne débuta pas dans le palais d'un roi. Elle commença dans la souffrance et la lutte. Il naquit aux alentours de l'an 1162, dans les plaines de Mongolie, sous le nom de Temujin. Durant son enfance, sa vie prit un tournant qui allait transformer radicalement la personne qu'il deviendrait. Lorsque Temujin n'avait que 9 ans, son père fut empoisonné et assassiné par des membres de la tribu rivale des Tatars. Après la mort de son père, sa propre tribu abandonna la famille. Temujin, sa mère, ses frères et ses sœurs se retrouvèrent seuls dans les vastes plaines à ciel ouvert. Ils n'avaient ni protection, ni nourriture, ni personne pour les aider. À maintes reprises, ils survécurent en chassant des animaux sauvages, en pêchant du poisson et en déterrant des racines pour se nourrir. Chaque journée était un combat pour rester en vie. Durant cette période, des tensions commencèrent également à se développer au sein de la famille. Son demi-frère aîné Bektor prenait souvent le contrôle de la nourriture et des autres ressources. La situation devint tellement insupportable que Temujin et son frère Khazar finirent par tuer Bektor ensemble. Cet événement illustre à quel point leur existence était devenue difficile. Dès son plus jeune âge, Temujin comprit que la place réservée aux faibles dans ce monde était bien étroite. Ces circonstances éprouvantes ne firent pas que le rendre plus robuste. Elles le rendirent aussi remarquablement habile et stratège. Lorsque des ennemis le pourchassaient, il savait où se cacher. Lorsque les situations se retournaient contre lui, il savait attendre le moment opportun. Peu à peu, il apprit à rassembler les gens autour de lui, à gagner leur confiance et à vaincre ses adversaires. Ce sont ces qualités qui transformèrent plus tard un garçon orphelin nommé Temujin, élevé dans une lutte permanente, en l'un des souverains les plus puissants de l'histoire, Gengis Khan. À cette époque, la Mongolie était divisée en de nombreuses petites tribus, et chacune d'elles voulait prouver qu'elle était la plus forte. Mais Temujin les convainquit qu'en s'unissant, elle pourrait défier le monde entier. En l'an 1206, une grande assemblée fut organisée au cours de laquelle les chefs mongols accordèrent à Temujin le titre de Gengis Khan. Cela signifiait un souverain qui était le chef de tous les peuples. Il ne se contenta pas de bâtir une armée, il transforma tout le système. L'une de ses plus grandes forces résidait dans son organisation militaire décimale. Des groupes de 10 soldats furent constitués, puis de 100, puis de 1000, et enfin des unités de 10 000 hommes.
Cela rendait l'armée plus facile à commander et permettait de prendre des décisions rapides sur le champ de bataille. Gengis Khan introduisit également une loi appelée la Yassa. Cette loi unifiait l'ensemble de l'Empire sous un même ensemble de règles. Elle accordait une grande importance à la discipline, à la loyauté et à la justice. Il veillait à ce que les marchands et les messagers soient là protégés, ce qui renforçait les liens entre les régions éloignées. En parallèle, il mit en place un réseau postal et de communication appelé le YAM. Des relais étaient construits à intervalles réguliers, avec des chevaux frais toujours disponibles, permettant aux messages de parcourir des centaines de kilomètres en un temps très court. Ensuite, Gengis Khan enchaîna campagne militaire après campagne militaire. La Chine, l'Asie centrale et de nombreux grands empires ne purent lui résister. La rapidité, la stratégie et la discipline de son armée stupéfiaient ses adversaires. En l'espace de quelques décennies seulement, son empire s'étendait de l'océan Pacifique jusqu'à la mer Caspienne. On dit souvent qu'à cette époque, près d'un quart de la population mondiale vivait sous son influence ou son contrôle, d'une manière ou d'une autre. La mort, dont il existe 4 versions différentes. Lorsque Gengis Khan était au sommet de sa puissance, personne n'aurait pu imaginer que sa mort deviendrait elle aussi un mystère. En l'an 1227, il menait sa dernière campagne contre l'empire des Kshitia occidentaux. Les dirigeants des Sichyas avaient auparavant refusé d'apporter leur aide aux Mongols, et Gengis Khan considérait cela comme une trahison. Il revint donc sur le champ de bataille pour leur donner une leçon. La campagne fut couronnée de succès, mais pendant cette période, quelque chose se produisit que l'armée mongole cacha soigneusement au reste du monde. Ce qui est le plus fascinant, c'est que même aujourd'hui, personne ne sait avec certitude comment Gengis Khan mourut. Plusieurs récits différents entourent sa mort. L'un d'eux raconte qu'il tomba de son cheval pendant une partie de chasse. La chute lui aurait causé de graves blessures internes, et il mourut quelque temps après. Une autre version affirme qu'il fut touché par une flèche au cours d'une bataille, et que cette blessure l'emporta lentement. Certains historiens estiment qu'il succomba à une maladie. Beaucoup évoquent une affection comme le typhus, car de telles maladies se propagent rapidement lors des longues campagnes militaires. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Une ancienne légende mongole va jusqu'à dire que la foudre le frappa et que sa mort survint par la volonté du dieu du ciel, Tengri. Un seul homme, une seule mort et 4 récits distincts. C'est précisément ce qui rend ce mystère encore plus profond. Mais quelque chose d'encore plus surprenant se produisit par la suite. Son armée n'annonça pas sa mort immédiatement. Les soldats poursuivirent la campagne comme si de rien n'était. Ils ne laissèrent pas leurs ennemis découvrir que le souverain le plus puissant du monde n'était plus en vie. Sa mort fut tenue secrète jusqu'à la prise de la capitale des Xixias occidentaux et jusqu'à ce que la victoire finale soit assurée. Gengis Khan n'était pas simplement mort, sa mort avait été dissimulée au monde entier. Et bientôt, son corps allait être conduit vers un endroit dont le secret demeurerait hors de portée des hommes pendant les 800 années suivantes. Ce qui se passa après la mort de Gengis Khan est considéré par beaucoup comme l'une des funérailles les plus mystérieuses et les plus terrifiantes de l'histoire. Les soldats mongols transportèrent même son corps en direction de la Mongolie, mais il ne s'agissait là d'aucun cortège funèbre ordinaire. L'objectif n'était pas seulement d'enterrer leur grand souverain, mais aussi de cacher à jamais au monde entier le secret de sa tombe. Selon de nombreux récits historiques, personne ne croisant la route du convoi funèbre ne ressortait vivant. Si un voyageur était aperçu sur le chemin, il était tué. Si des villageois avaient le malheur d'apercevoir le cortège, ils étaient également mis à mort. Les soldats mongols voulaient s'assurer que personne ne puisse révéler ultérieurement la direction dans laquelle le corps de Gengis Khan avait été emmené. Peu à peu, le voyage lui-même devint une histoire de mort et de silence. Une fois l'emplacement du tombeau définitivement choisi, le secret n'en finissait toujours pas. On raconte que les esclaves ayant creusé la tombe furent tués une fois le travail achevé.
puis les soldats ayant participé à l'enterrement furent également exécutés. Certains anciens récits vont même jusqu'à affirmer que ces tueries se poursuivirent jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne en vie connaissant l'emplacement exact. Ainsi, le secret fut enterré avec ceux qui avaient contribué à le protéger. Mais les Mongols ne s'arrêtèrent pas là. La terre au-dessus et autour de la sépulture fut totalement transformée. On raconte que des milliers de chevaux furent conduits au galop sur toute la zone afin d'effacer chaque trace laissée dans le sol. Si des signes de creusement existaient, ils disparurent à jamais sous les sabots des montures. Certaines légendes affirment également que des arbres y furent plantés pour que, avec le temps, l'endroit tout entier ressemble à une forêt naturelle. Et ce n'est pas tout. D'anciens récits soutiennent aussi que des cours d'eau voisins furent détournés de leur lit afin que personne ne puisse jamais identifier l'emplacement. Que ces histoires soient entièrement véridiques ou non, une chose demeure certaine. Les Mongols déployèrent tous les moyens imaginables pour s'assurer que le lieu de repos définitif de Gengis Khan ne serait jamais découvert. Des siècles s'écoulèrent, des empires s'effondrèrent, et des dynasties se succédèrent. Pourtant, le mystère demeura enfoui. Et ce qui était le plus étonnant, c'est qu'avec le temps, non seulement la tombe disparut, mais la région tout entière devint elle-même une partie de l'énigme. La véritable protection ne résidait pas uniquement dans le tombeau. Toute la contrée avait été transformée en piège, les gardiens mystérieux vieux de 800 ans chargés de dissimuler la tombe de Gengis Khan. Ce ne furent pas seulement des individus qui furent mis à mort, mais un véritable système fut également mis en place. Un système qui protégea ce secret pendant près de 800 ans. Ce dispositif était connu sous le nom d'Ikorig, ce qui signifie grand tabou ou grande zone interdite. Il s'agissait d'un lieu où les gens ordinaires avaient absolument l'interdiction de pénétrer. Pendant des siècles, aucun étranger ne fut autorisé à fouler cette région. La responsabilité de veiller sur cette terre sacrée fut confiée à une communauté particulière connue sous le nom de Dark. Leur mission ne consistait pas simplement à monter la garde, mais aussi à préserver vivant le secret qui leur avait été transmis par leurs ancêtres de nombreuses générations auparavant. On croit qu'ils veillaient sur Burken Khaldun, ainsi que sur les vastes forêts s'étendant à travers les montagnes Khenti qui l'entouraient. C'était précisément cette région que Gengis Khan considérait comme profondément sacrée de son vivant. Ce qui est le plus remarquable, c'est que cette surveillance ne dura pas seulement quelques années ou quelques générations. Elle se prolongea pendant presque 800 ans. Des empires s'élevèrent et s'écroulèrent. Des guerres furent menées, de nouveaux gouvernements apparurent, puis disparurent, et même l'ère soviétique passa, mais la communauté des Darkhead demeura fidèle à sa mission. Ils ne recherchèrent jamais la gloire, ne voulurent jamais de grandes récompenses, et ne tentèrent jamais de raconter leur histoire au monde. Chaque génération transmit simplement cette responsabilité à la suivante. C'est précisément ce point qui fait le plus réfléchir les historiens. Pourquoi une communauté consacrerait-elle autant de siècles à protéger une seule et unique tombe? Ne gardait-il que le lieu de repos de Gengis Khan, ou bien protégeait-il un secret que quelqu'un estimait devoir rester caché du monde pour toujours? Les expéditions qui s'achevèrent dans l'échec et la mort. Le mystère de la tombe de Gengis Khan demeura dissimulé pendant des siècles. Mais à mesure que la science et la technologie progressèrent, les gens commencèrent à croire que ce secret ne pourrait pas rester enfoui éternellement. Au XXe siècle, la recherche moderne de la tombe débuta officiellement. Des historiens, des archéologues et des explorateurs venus du monde entier souhaitaient percer cette énigme. Ils étaient convaincus qu'avec l'aide des technologies modernes, ils parviendraient enfin à atteindre l'endroit tenu secret depuis 800 ans. Toutes les technologies disponibles furent mobilisées dans cette quête. L'imagerie satellitaire fut utilisée pour étudier les montagnes et les forêts depuis les airs. Le radar à pénétration de sol, ou GPR, fut employé pour détecter des structures dissimulées sous la terre. Des techniques comme la magnétométrie furent également mises en œuvre pour déterminer si des constructions inhabituelles se trouvaient enfouies en sous-sol.
Mais plus la technologie était sollicitée, plus le mystère semblait se complexifier. L'une des initiatives les plus significatives fut l'expédition des Trois-Rivières. Il s'agissait d'un projet de recherche mené conjointement par le Japon et la Mongolie. L'équipe réalisa une étude approfondie de Birken-Khaldun et des zones environnantes. Ils découvrirent plusieurs sépultures de l'époque mongole, des armes, des bijoux, ainsi que des restes de chevaux sacrifiés. Mais ils ne trouvèrent aucun indice probant de la tombe de Gengis Khan. Tout se passait comme si cet endroit avait été volontairement effacé de l'histoire. Après cela, l'avocat et explorateur américain Maury Kravitz consacra une grande partie de sa vie à résoudre ce mystère. Il passa des années à suivre des indices, à financer des expéditions et à travailler sans relâche en Mongolie. Mais il ne put trouver la réponse de son vivant. Même après sa mort, nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il s'était approché de la vérité plus que quiconque. Plus tard, le chercheur Albert Yumin Lin se mit à utiliser des technologies modernes non invasives. Grâce aux données satellitaires, à la télédétection et à l'analyse informatique, il tenta de mettre au jour de nouveaux indices. Son équipe découvrit effectivement quelques signes intéressants, mais même ainsi, l'emplacement exact de la tombe ne put être prouvé. Dans le même temps, des récits d'incidents étranges commencèrent à se répandre. Certains membres des équipes tombèrent apparemment malades de façon soudaine au cours des recherches. Quelques personnes affirmèrent que leur santé revint à la normale dès qu'elles quittèrent la zone. Lors d'une expédition, un hélicoptère connut subitement une panne technique et dut effectuer un atterrissage d'urgence. Un opérateur de drone déclara que son appareil s'éteignait à plusieurs reprises tout seul lorsqu'il survolait une même vallée. Des topographes furent également impliqués dans des accidents qui semblaient hautement improbables. Les scientifiques considéraient ces événements comme de simples coïncidences, mais les habitants de la région pensaient tout autrement. Selon eux, la Terre elle-même protégeait le secret qu'elle renfermait. Le temps passa, les expéditions se succédèrent, mais le mystère de la tombe demeura exactement identique. Et puis un explorateur eut une idée qui changea complètement l'orientation de cette histoire. Un homme déclara alors « Peut-être que nous avons tous cherché au mauvais endroit ». La théorie de la montagne X est l'indice caché. Après des décennies de recherche, des expéditions coûtant plusieurs millions de dollars et le recours aux technologies modernes, aucun indice solide sur la tombe de Gengis Khan n'avait été trouvé. La plupart des gens avaient recommencé à croire que ce mystère ne serait jamais résolu. Mais une nouvelle théorie fit alors son apparition, donnant à l'ensemble des recherches une direction radicalement différente. Cette idée fut par la suite connue sous le nom de théorie de la montagne X. L'explorateur qui introduisit cette théorie s'appelait Alan Nichols. Il était convaincu que tout le monde avait commis une erreur majeure. La plupart des expéditions s'étaient concentrées sur Burke et Khaldun, ainsi que sur les montagnes Khenti, car la croyance traditionnelle voulait que Gengis Khan ait été enterré près de son lieu de naissance. Mais Alan Nichols n'était pas entièrement persuadé par cette idée. Son raisonnement était simple. Si les Mongols avaient véritablement voulu dissimuler la tombe pour toujours, pourquoi auraient-ils choisi un endroit où tout le monde chercherait en premier? Il suggéra que le corps avait peut-être été transporté très loin et que le véritable lieu de sépulture pourrait se trouver à des centaines de kilomètres de cette région. Cette réflexion l'amena à concentrer son attention sur la zone entourant le fleuve Jaune. Aujourd'hui, cette région fait partie de la Mongolie intérieure, placée sous le contrôle de la Chine. Cela rendait toute l'affaire encore plus complexe. Il ne s'agissait plus seulement d'une recherche archéologique, mais aussi d'une question politique extrêmement sensible. Si la tombe d'un personnage historique tel que Gengis Khan venait à être découverte sur le territoire chinois, son importance culturelle et politique serait considérable. Alan Nichols et sa petite équipe entreprirent leur première prospection avec des moyens limités. Ils étudièrent plusieurs sites qui avaient été presque totalement ignorés auparavant. Selon les rapports, ils détectèrent des signaux inhabituels sous la surface du sol. Les analyses révélèrent des anomalies qui ne semblaient pas être d'origine naturelle. À certains endroits, les données laissaient penser qu'il pourrait exister des espaces vides,
ou des chambres artificielles dissimulées sous terre. Pour la première fois, les explorateurs eurent le sentiment qu'ils étaient peut-être réellement sur le point de faire une découverte majeure. Mais les problèmes surgirent alors en raison de la sensibilité politique de la zone. Avancer n'était pas chose aisée. De nombreuses démarches d'autorisation se retrouvèrent bloquées. Le financement commença lentement à se tarir et, au bout d'un certain temps, plusieurs projets furent mis en suspens. Les informations déjà découvertes n'étaient accessibles qu'à un cercle restreint de personnes. Très peu d'entre elles parvinrent au monde extérieur. Les années s'écoulèrent, et il semblait que cet indice allait lui aussi se fondre dans les pages de l'histoire, comme tant d'autres pistes avant lui. Mais dans l'ombre, quelque chose d'autre se tramait. On dit que des discussions secrètes se poursuivirent entre plusieurs parties distinctes. Les détails complets de ces échanges ne furent jamais rendus publics, mais beaucoup estiment qu'ils ouvrirent finalement la voie à l'expédition qui prétendit par la suite avoir atteint une mystérieuse chambre scellée, dissimulée sous un immense rocher. Et c'est là que cette histoire entre dans son chapitre le plus fascinant, le jour où la pierre fut retirée. Après des années de recherche, de débats et d'attente, arriva enfin le jour que les historiens et chercheurs du monde entier espéraient. On raconte que l'expédition qui aurait atteint cette chambre mystérieuse fut menée sous une surveillance rigoureuse. Des observateurs de l'UNESCO étaient apparemment présents, ainsi que des représentants de Mongolie, de Chine et de la communauté d'Arcade, tous attentifs à chaque étape importante. Il ne s'agissait pas d'une simple fouille archéologique, mais d'une tentative d'atteindre la porte d'un mystère resté scellé pendant près de 800 ans. Au cours des fouilles, un radar à pénétration de sol, ou GPR, avait détecté des signaux inhabituels. Ces relevés orientèrent les chercheurs vers une possible chambre dissimulée sous une importante formation rocheuse. En surface, rien ne semblait anormal, mais les données souterraines laissaient penser que quelque chose y était caché. Après des mois de travail acharné, vint enfin le moment où l'équipe atteignit le seau de pierre qui bloquait l'entrée. Lorsque le retrait des pierres commença, toutes les personnes présentes fixèrent leur regard sur ce seul et même point. Selon les récits, au moment où le seau fut brisé, une vague d'air froid s'échappa de l'intérieur. Plusieurs membres de l'équipe le mentionnèrent par la suite dans leurs témoignages. Certains affirmèrent même qu'une légère brume blanche semblait s'échapper à travers les fissures entre les pierres. Mais ce qui attira le plus l'attention fut cette odeur étrange que personne ne parvint à identifier. Ce n'était pas une odeur de terre, de décomposition, ni de quoi que ce soit de familier. C'était comme si un endroit scellé depuis des siècles prenait sa première bouffée d'air. Pendant quelques instants, un silence total envahit les lieux. Lorsque les chercheurs pénétrèrent enfin dans la chambre mystérieuse, la première chose qui les stupéfia fut ses dimensions. D'après les premiers rapports, la chambre mesurait environ 12 mètres de long, 6 mètres de large et près de 4 mètres de haut. L'ensemble de la pièce avait été taillé directement dans la roche et recouvert de grandes dalles de pierre au-dessus. Elle semblait avoir été conçue non seulement pour servir de sépulture, mais aussi pour protéger son contenu pendant des siècles. Tandis que les faisceaux de leurs lampes torches balayaient les parois, des inscriptions mongoles anciennes commencèrent à apparaître. Certaines ressemblaient à des prières, tandis que d'autres étaient censées décrire des batailles et des événements importants. On y trouvait également plusieurs symboles dont la signification n'avait pas encore été pleinement élucidée. Ces mots, plongés dans l'obscurité depuis 800 ans, étaient désormais vus par des yeux humains pour la première fois. Mais la véritable surprise survint lorsque la lumière se posa sur les objets disposés à l'intérieur de la chambre. Un éclat doré illumina toute la pièce. Des armes magnifiquement disposées occupaient la zone centrale. On pouvait y distinguer des épées, des arcs, des masses cérémonielles et de nombreux objets utilisés au combat. À proximité se dressait une armure somptueuse, ornée d'or et de pierres précieuses.
Des sculptures de loups, d'aigles et de chevaux en recouvraient marquent la surface, des symboles considérés comme essentiels dans la culture mongole. Selon les experts, ces objets reflétaient non seulement le savoir-faire mongol, mais aussi des influences venues de l'art chinois, persan et d'Asie centrale. C'était comme un aperçu de l'immense empire que Gengis Khan avait bâti de son vivant. Plusieurs manuscrits et documents auraient également été retrouvés, soigneusement conservés dans des contenants spéciaux. On pense qu'ils auraient pu contenir des écrits religieux, des registres militaires, et peut-être même certains documents personnels. La chambre renfermait également des restes alimentaires. Des traces de viande, de céréales et de boissons fermentées ont été retrouvées, correspondant aux traditions de cette époque dans la culture mongole. Les bijoux en or et les autres objets précieux démontraient qu'il ne s'agissait pas d'un site funéraire ordinaire. Puis l'attention de tous se porta sur les restes humains disposés au cœur même de la chambre. On dit qu'à cet instant, toute l'atmosphère changea. Un représentant de la communauté des Darkheads se mit doucement à prier. Pendant plusieurs minutes, personne ne prononça un seul mot. Chaque source lumineuse demeura fixée sur cet emplacement central. Qu'a prouvé l'ADN et pourquoi le monde s'est-il divisé? L'examen des objets découverts à l'intérieur de la chambre ne se limitait pas à une simple observation visuelle. Les scientifiques souhaitaient désormais établir à qui appartenait réellement ce site funéraire. Pour cela, la première étape fut la datation par le carbone 14. D'après les premiers rapports, les tests révélèrent que la sépulture remontait au début du XIIIe siècle. Cette période correspondait à l'année 1227, communément considérée comme l'époque approximative de la mort de Gengis Khan. Ce fut le premier signe majeur que les explorateurs avaient peut-être vraiment mis au jour, l'une des tombes perdues les plus importantes de l'histoire. Ensuite, les scientifiques tentèrent d'extraire de l'ADN à partir des restes humains. Étant donné que ces ossements avaient de plusieurs siècles, la tâche n'était pas aisée, mais après des mois de travail, ils parvinrent à récupérer du matériel génétique exploitable. L'analyse aurait révélé des marqueurs associés à des haplogroupes fréquemment rencontrés au sein des populations mongoles et d'Asie centrale. Bien que cela ne puisse pas prouver de manière formelle l'identité d'un individu précis, cela brossait un tableau bien plus convaincant lorsqu'on le combinait aux autres éléments de preuve. Ce n'était pas uniquement l'ADN qui fut étudié. Les vêtements et les armes retrouvés dans la chambre furent également examinés avec minutie. Le style et la facture des vêtements correspondaient aux traditions mongoles du XIIIe siècle. Les armes portaient des traces d'utilisation manifestes, suggérant qu'elles n'avaient pas été fabriquées uniquement à des fins décoratives. Les dimensions de l'armure auraient également correspondu à la morphologie de la personne dont les restes avaient été découverts sur place. L'ensemble de ces détails amena de nombreux scientifiques à penser qu'il ne s'agissait pas du lieu de sépulture d'un guerrier ordinaire. Mais alors que les scientifiques semblaient se rapprocher d'une réponse, un nouveau débat éclatait à travers le monde entier. En Mongolie, beaucoup considéraient cette découverte comme la plus grande de leur histoire nationale. Pour eux, Gengis Khan n'est pas seulement un souverain, mais un symbole de l'identité nationale. En revanche, certaines personnes craignaient que le fait d'ouvrir un lieu aussi sacré ne puisse attirer le malheur. La controverse prit encore plus d'ampleur lorsqu'il fut révélé que le site se trouvait non pas en Mongolie, mais en Mongolie intérieure, une région sous contrôle chinois. Cela souleva immédiatement des questions d'appartenance et d'autorité. L'importance culturelle de la découverte était considérable tant pour la Chine que pour la Mongolie. Des chercheurs russes manifestèrent également leur intérêt et la décrivirent comme faisant partie d'un patrimoine eurasien plus vaste. Le monde entier débattait de la question de savoir à qui appartenait véritablement cette découverte, mais certains chercheurs avaient l'esprit ailleurs. Ils estimaient que la véritable réponse n'avait pas encore été mise au jour, car le mystère le plus profond demeurait enfermé dans ces anciens manuscrits. Manuscrits, secrets enfouis et frontières de la science. Après l'examen des ossements, des armes et des autres objets trouvés à l'intérieur du tombeau,
L'attention du monde entier se tourna vers les manuscrits anciens qui avaient été scellés dans cette chambre obscure pendant des siècles. Selon les premiers rapports, ces documents avaient été conservés avec un soin extrême. Des équipes d'experts se mirent aussitôt au travail pour les traduire. Pourtant, même après un long moment, les informations complètes ne furent pas rendues publiques. Cela ne fit qu'attiser davantage la curiosité des gens. On dit que la traduction de certaines sections serait toujours en cours, tandis que d'autres passages auraient été gardés secrets. De plus, des discussions ont émergé selon lesquelles certains rapports publiés dans les premières phases auraient été retirés par la suite. Ces affirmations n'ont jamais été totalement confirmées, mais elles ont assurément soulevé de nombreuses interrogations. Qu'est-ce qui était écrit dans ces manuscrits qu'on ne pouvait pas révéler au monde immédiatement? Dans le même temps, un autre grand débat a commencé à prendre forme. Certaines personnes estimaient que le tombeau devrait être scellé à nouveau. Pour eux, il s'agissait d'un lieu sacré qui n'aurait jamais dû être perturbé. D'un autre côté, de nombreux historiens et chercheurs souhaitaient que le site soit transformé en musée, afin que des gens venus des 4 coins du monde puissent être témoins de cette découverte historique. Quelques experts ont proposé une voie intermédiaire. Selon eux, le site devrait rester protégé sur place, des archives rigoureuses devraient être constituées et seul un nombre limité d'objets devrait être présenté au public. Mais ce débat ne concernait pas uniquement ce tombeau. Il posait une question bien plus vaste. Pendant des siècles, des trésors archéologiques provenant de nombreuses régions du monde ont été emportés et placés dans des musées. Dans bien des cas, les sentiments des communautés locales ont été ignorés. Encore aujourd'hui, certains pensent que la science et la recherche sont indispensables, tandis que d'autres affirment que certains lieux et certains mystères méritent d'être respectés. C'est là que le véritable débat entre la science et la culture prend tout son sens. Est-il vraiment nécessaire de résoudre chaque mystère? Faut-il ouvrir chaque porte scellée? Si une communauté a protégé un endroit comme sacré pendant des centaines d'années, est-il juste de franchir cette limite au nom de la technologie moderne?